Bon, ben, je pense que ton intervention elle vient vraiment bien après. On n'a pas calculé tout ça, mais ça s'enchaîne très bien. Tu vas nous parler quoi? De la constellation transférentielle, peut-être? Peut-être. Peut-être. Merci aux organisateurs, notamment d'avoir changé la date pour que je puisse être là le matin. Je suis désolé, je prends le train effectivement pour aller à Lille parce que j'ai un groupe BIC cet après-midi qui était prévu depuis très longtemps. Je suis désolé de ne pas être avec vous pour écouter les autres équipes qui vont parler. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Jean-Michel, le fait que cette équipe ait pu parler ce matin, c'est une très très bonne introduction à ce thème d'aujourd'hui, soins psychiques, vie quotidienne, travail institutionnel. Ça montre d'une part qu'on ne fait pas que ça dans les hôpitaux de jour parisiens. Ça montre que le soin psychique, comme l'a rappelé Bernard, est tout à fait essentiel à maintenir dans la manière dont chacune des équipes le pense, parce qu'on voit bien les effets que ça a. L'exemple de Montpellier est tout à fait clair. Et puis ensuite, la question du travail institutionnel qui est très, très relégué au dernier plan actuellement et qui fait partie des choses dont on ne doit pas parler parce que c'est considéré pratiquement comme une maladie iatrogène. C'est quelque chose qui a une énorme importance dans la prise en charge des enfants et des adolescents. Et notamment, je vais approfondir un peu cette question-là, ceux qui présentent ce que je propose d'appeler une pathologie archaïque. Parce que, bon, tout le monde a vu la série En thérapie. Bon, le flic, par exemple, ou la chirurgienne qui viennent voir le Gus, le psychanalyste. Bon, ben, on voit bien qu'ils n'ont pas vraiment besoin de toute une équipe pour s'occuper d'eux. Bon, il faudrait rentrer dans les détails, parce qu'en fait, bon, peut-être le flic, bon... Ils ont besoin des spectateurs. On voit bien qu'ils ont besoin, c'est ce que j'appelle un névrosé occidental poids moyen, ils ont besoin d'un bon psychanalyste qui va donc les aider à pouvoir faire avec leur chemin de vie de la manière la moins pire possible. Bon, et en plus, ça marche dans le film en question. Mais pour ce qui concerne les enfants et les adolescents qui présentent des pathologies qui ne sont pas la névrose occidentale poids moyen, ce que j'appelle donc pathologie archaïque, dont là-dedans on met l'autisme, la psychose, la dysharmonie, les dépressions graves, enfin bon, toutes les pathologies que les gens qui travaillent en pédopsie connaissent bien. C'est-à-dire les pathologies pour lesquelles il y a besoin d'une équipe. Léa, par exemple, vous la voyez chez un psychanalyste en ville. On voit bien quoi, que ça marcherait très très bien. Bon, donc ces pathologies archaïques-là, elles ont une particularité, c'est que probablement dans leur développement précoce, la question de celle que Freud et tous ses continuateurs avaient posée, de comment parvient-on à la relation d'objet, se pose de façon, on pourrait dire, cruciale, puisque probablement qu'ils ne parviennent pas à la relation d'objet telle qu'elle a été définie pour le névrosé occidental poids moyen. Et je propose de qualifier donc les gens qui ne parviennent pas à cette relation d'objet classique. Ils sont touchés par une maladie grave qu'on pourrait appeler une pathologie archaïque. Alors c'est vrai que si on raisonne pour cette pathologie archaïque comme si on accueillait un enfant ou un adulte névrosé, on se dit quand même quelles économies extraordinaires on pourrait faire si on supprimait toutes ces équipes qui prennent en charge des gamins dont la société dit qu'elle a le souci, mais enfin on voit bien qu'au niveau des moyens c'est du baratin. Vous vous rendez compte les économies énormes qu'ils feraient. Ils seraient tous à l'école et puis en fait ils iraient se faire rééduquer un petit peu de temps en temps le mercredi, mais enfin globalement il n'y aurait plus d'institutions pour eux et on serait bien tranquille. Alors on voit bien que cette question-là c'est quelque chose qui est très profond puisque ça a infiltré, on pourrait dire, l'économie au sens général pour faire penser à ces économistes qu'il s'agissait uniquement du fric et qu'on pourrait faire donc des économies formidables sur cette question-là. Et évidemment, on voit bien qu'au fur et à mesure que toutes les équipes qui travaillent en référence, comme celle de Montpellier l'a montré ce matin, à ces concepts fondamentaux de la psychothérapie institutionnelle, sont menacés dans leur existence même, les enfants qui y sont accueillis, évidemment, vont avoir beaucoup de difficultés à pouvoir trouver une place comme Léa semble la trouver, et
ces équipes-là ne vont plus faire le travail d'accueil de ces souffrances très particulières des pathologies archaïques que ces équipes font dans la pratique et qui nécessitent des concepts tout à fait complexes pour pouvoir mener à bien cette politique fondamentale d'accueil des pathologies archaïques. Alors, c'est vrai que si on avait Bernard Goltz comme ministre de la Santé et Grégory Magneron comme ministre des Finances, ça changerait un peu la donne, quoi, parce qu'on voit bien que le politique, au lieu de faire son boulot actuellement, a complètement dérivé et ne prend en considération que la voix du plus fort. C'est-à-dire, on est dans une démocratie, une post-démocratie médiatique. Les lobbies les plus puissants font passer les politiques qu'ils veulent voir appliquer. Et les politiques en question, qui sont des démagogues absolus dans la plupart des cas, font ce que la voix du peuple réclame. Et donc, on voit bien qu'actuellement, si on dit on peut faire des économies sur tout ce qui concerne la solidarité, il n'y a aucun problème. Bon, alors, on voit bien que ça a des conséquences, ça, sur l'organisation de nos équipes, hein, et sur ce que Jean-Michel attend, sur la constellation transférentielle. Si on fait une politique qui tente à se développer actuellement, qui est une forme finalement contemporaine d'un fondamentalisme non religieux scientiste, qui serait par exemple le fait que toute l'origine de la psychiatrie est d'origine immunologique, on va s'engager dans quelque chose qui est uniquement des recherches scientifiques au sens très très restreint du mot, hein, des recherches qui concernent les explications, les étiologies de la psychiatrie, et on va laisser tomber tout ce qui est de l'ordre de la science humaine, de la psychopathologie transférentielle et tous ces trucs-là. Et on voit bien qu'à ce moment-là, la position qu'on prend dans une équipe qui consiste à dire, dans l'équipe dans laquelle je travaille, le transfert existe, je l'ai rencontré et je vais en tenir compte dans le travail que je veux faire avec les enfants et les adolescents que j'accueille, ça modifie très profondément la manière dont cette équipe va pouvoir fonctionner et se sentir légitime grâce à des directeurs dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, qui soutiennent cet effort considérable que les soignants font, les éducateurs font, les personnels, quels qu'ils soient, font, même les chauffeurs, Alain, le bien-aimé, fait, pour pouvoir mener à bien cette politique. Alors, on voit bien que dès l'instant où on accepte l'idée qu'il y a un transfert, on se replace dans la position que j'indiquais au début, c'est-à-dire, ces enfants ont-ils accédé à la relation d'objet totale? Non. Ont-ils accédé à une forme de relation d'objet, disons partielle? Oui. Ont-ils la capacité d'avoir des relations transférentielles avec le monde et les personnes qui habitent ce monde? Si la réponse est non, on change de métier. Si la réponse est oui, alors on s'organise pour en tenir compte. Et si on s'en organise pour tenir compte, ces formes très particulières de transfert qui ne sont pas les transferts classiques définis par Freud à propos du névrosé occidental poids moyen, il va falloir les étudier de façon toute métapsychologique. Et ces formes de transfert ont été étudiées déjà. Il y a des personnes que vous connaissez de nom qui sont très importantes. On parlait tout à l'heure de Saint-Alban. Tosquelles, quand il arrive à Saint-Alban en 1940, il a déjà fait l'expérience dans sa propre psychanalyse avec Sandor et Minder à Barcelone que le transfert pour le névrosé, c'est une chose, mais que le transfert avec les schizophrènes qu'il prend en charge dans l'Institut Peromata à Reus, c'est autre chose. Et il va proposer de refabriquer une métapsychologie et de proposer ce concept très intéressant qui s'appelle le transfert multiréférentiel. Le transfert d'une personne schizophrène se fait sur plusieurs références, quelquefois d'ailleurs même sur des objets concrets, quelquefois même sur des espaces, pas seulement sur des personnes. Et la manière dont il va penser les choses en décrivant métapsychologiquement cette forme de transfert très particulière, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous et qui va être reprise notamment par Houry quand il essaie d'intégrer la leçon bleulérienne en proposant le concept de transfert dissocié. Je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais je viens de finir un manuscrit qui va sortir dans la collection de Manuel Missonnier qui s'appelle Théma, qui est sur la constellation transférentielle, qui va prendre tous ces trucs-là en détail pour justement essayer de préciser la métapsychologie de ces aspects-là. Il ne faut pas oublier que Tosquelles, quand il était à Saint-Alban, s'est intéressé donc aux enfants et il a pris en charge avec un curé un peu bizarre qui s'appelait l'abbé Oziol,
un établissement d'enfants qui s'appelle le Clos du Nid, et dans lequel il a beaucoup travaillé autour de ces questions, des transferts très particuliers des enfants présentant des pathologies archaïques sur l'équipe qui l'accueille. Alors, si on en vient à cette question que les transferts des enfants en question qui présentent des pathologies archaïques sont des transferts donc inhabituels, qui ne sont pas les transferts de la psychanalyse classique, et qu'on essaie d'intégrer la leçon de Toscaïès-Edoury sur transfert multiréférentiel, transfert dissocié. La proposition que Toscaïès avait faite très tôt, c'était puisque le transfert a cette forme très particulière dans les pathologies archaïques, essayons de penser que ça n'est pas d'un psychanalyste que ces enfants ou ces adultes ont besoin, mais c'est d'une équipe qu'il va appeler progressivement une institution. Sur ce concept d'institution, je crois que c'est très important de rappeler que Toscaïès insistait beaucoup sur le fait que l'établissement, c'est une chose, et l'institution, c'en est une autre. Un établissement, c'est un lycée, est fait pour permettre à des gamins de passer le bac, enfin bon, d'apprendre un certain nombre de choses qu'on va évaluer quand ils passeront le bac. C'est mieux formulé comme ça. L'établissement, on sait bien qu'en fonction de l'équipe qui va s'occuper de ce lycée-là et de ce lycée-là, ben vous aurez en tant que parent envie de le mettre plutôt dans ce lycée-là ou plutôt dans ce lycée-là, indépendamment de la carte sanitaire. C'est comme le secteur, ça. Bon. Donc il y a quelque chose de très important qui est qu'un établissement, c'est un endroit qui est fait pour faire un certain nombre de choses, répondre à des missions de service public, par exemple, mais qu'en fonction des personnes qui vont habiter cet établissement, il va être créé dans cet établissement une institution qui est donc le groupe des personnes qui font vivre cet établissement, qui va, en fonction de la manière dont elles pensent les choses, pouvoir aller dans telle ou telle direction, par exemple sur le plan pédagogique. Et bien sur le plan des soins, sur le plan éducatif, c'est exactement la même chose. Une institution dans un secteur de psychiatrie infanto-juvénile d'aujourd'hui, c'est pas parce que c'est un secteur qui est un établissement que ça suffit à faire que cette équipe-là devienne une institution pour les enfants qu'elle accueille. Pour qu'elle devienne une institution, il faut que ces membres de cette équipe, le mot a été utilisé ce matin par l'équipe de Montpellier, sentent qu'elle a la possibilité de circuler librement, non seulement physiquement, bien entendu, on est dans un pays encore démocratique sur ce plan-là pour un temps. On voit bien les passes sanitaires, ce que ça éveille. Bon. Mais non seulement de librement circuler sur le plan physique, mais surtout de librement circuler sur le plan psychique. Quand des ministres aussi crétins que la maire Neuville, par exemple, qui est médecin par ailleurs quand même, c'est incroyable ça, a interdit la pratique d'un certain soin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, bon, enfin, faut-il vous l'envelopper, quoi, bon, en gros, sous le prétexte que c'était une torture nazie, etc., elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait, cette nana qui était ministre. Mais elle l'interdit. Ben, de quoi s'agit-il? La liberté de circuler de la pensée dans notre démocratie contemporaine? Tu parles. Et face qu'elle qui voulait interdire la psychanalyse à l'université? La liberté de circulation de la pensée? Non, mais tu parles. Et vous voyez bien ce qui se passe pour les CMPP d'Aquitaine en ce moment. Hein, la liberté de circuler de la pensée dans les CMPP. Bon, alors vous voyez bien, la liberté de circuler, c'est un concept fondamental de la psychothérapie institutionnelle. C'est pas pour rien. Hein, Toscaïès, il avait fait la guerre d'Espagne, puis ensuite la résistance, etc. Hein, bon. Donc c'est très important, cette liberté de circuler, pour que chacun des soignants, des éducateurs, des professionnels se sentent autorisés à penser ce qu'il pense dans l'expérience avec le patient qu'il accueille. J'ai beaucoup aimé que Alain nous raconte, alors que c'était pas écrit dans son texte, hein, c'était après, il nous l'a dit, qui nous raconte un peu le projet qu'il avait fait pour aider de façon créative cette gamine à pouvoir rester 1 heure chez elle sans qu'on soit là à la fliquer. Ben, écoutez, si Alain il n'avait pas la liberté de penser, et s'il n'avait pas la liberté de dire de façon un peu humoristique à sa directrice qu'il était encouragé à être créatif dans son métier de chauffeur, ben, il n'aurait pas de liberté de circuler de pensée, il n'aurait pas d'inventivité, il n'aurait pas de créativité, ou il en aurait une, mais elle serait retenue en lui, et il ne pourrait pas l'exprimer. Donc vous voyez bien, ce concept-là est fondamental pour que chacun puisse faire appel à ses capacités de créativité, d'inventivité, pour les mettre au service de la personne qu'on accueille,
Et on voit bien que ça ne va pas suffire, ça. Parce que la personne qu'on accueille, vous avez entendu ce qui se raconte au niveau de Léa, c'est pas une personne qu'on accueille comme chez les bisounours. Hein. Elle est bien gentille, on va lui faire des trucs, elle va être contente, etc. Gna gna gna. C'est pas comme ça que ça marche hein, quand les gamins sont hyper violents et qui cassent tout sur leur passage. Ils nous envoient des éléments psychiques dans le transfert avec nous qui sont des éléments particuliers, qui ne sont pas les éléments que nous envoient les névrosés occidentaux poids moyen. Dans la série En thérapie, vous voyez, pourtant, il balance la sauce hein, avec le psychanalyste qui en prend plein la figure, hein, quand même. Mais enfin, bon, il suffit qu'il voit Carole Bouquet de temps en temps et ça va mieux, bon. Enfin, bon, ce point-là aussi serait à discuter, mais enfin, bon. Donc, vous voyez, ces éléments-là que les personnes qui présentent des pathologies archaïques adressent dans le transfert aux personnes qui s'accueillent, qui s'occupent d'eux, ce sont des éléments que personne dans la société d'aujourd'hui ne veut accepter. Les gens ne veulent pas le reconnaître, mais c'est une évidence absolue. Il y a beaucoup de parents qui sont tellement blessés que quand ils ont passé plusieurs années avec leurs gamins à essayer et qui sont totalement épuisés et qu'ils confient à quelqu'un, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à encaisser les éléments qu'ils reçoivent dans le transfert avec leur enfant, si on peut dire dans le transfert, qu'ils reçoivent dans la relation avec leur enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments-là? C'est des éléments psychiques qui ont été décrits par Bion, hein, notamment les éléments bêta. Moi, j'essaie de préciser un peu, chez les enfants psychotiques, on ne doit plus dire les enfants psychotiques, mais moi je le dis, hein, par principe, par position, les enfants psychotiques, j'appelle ça des projectiles, parce que souvent, c'est le résultat d'une identification projective pathologique. Chez les enfants autistes, j'appelle ça les adhésiles, parce que ce n'est pas du tout les mêmes éléments psychiques que chez les enfants psychotiques. On a beau dire les psychotiques, ça n'existe pas, c'est tous des autistes par défaut. Mais enfin, mon œil, les gens qui ont dit ça, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'en ont pas rencontré des enfants psychotiques. Ils n'ont pas écouté la communication de Montpellier ce matin. Enfin, donc, vous voyez, ces éléments-là qui arrivent dans la psyché des professionnels qui les accueillent, comment est-ce qu'on va les traiter pour continuer à conserver dans notre appareil psychique de professionnels la vivance, la créativité, l'inventivité qui est réclamée, qui est appelée de nos voeux pour pouvoir être le plus utile possible pour ces gamins-là? Eh bien, c'est là que la question de la constellation transférentielle rentre en ligne de compte. Il me semble que quand Toscaïès dit il faut organiser une constellation transférentielle, il fait allusion à quelque chose qui est très important pour les marins avant qu'il y ait les GPS, hein. À l'époque où ils se servaient du sextant ou qu'ils se servaient des droites de hauteur, hein, c'est-à-dire la nuit, le jour, avec le soleil encore c'est faisable, mais la nuit, c'est les constellations qui permettent de savoir qu'on va dans telle direction et pas dans telle autre. Et la constellation transférentielle, c'est l'ensemble des soignants qui s'occupent de moi, qui suis en pleine déshérence psychique, psychopathologique, qui va s'occuper de moi pour que je trouve mon chemin en appui sur elle. Parce que sans elle, je ne peux pas trouver mon chemin. Donc la constellation transférentielle, c'est l'ensemble des personnes qui sont en contact avec une personne en déshérence psychopathologique qui présente cette fameuse pathologie archaïque et qui se réunissent pour raconter ensemble les expériences transférentielles qu'ils ont traversées avec le patient dont il est question. Et chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a vécu avec ce patient-là. Mais dans cette réunion-là, il ne faut pas qu'il y ait de gens qui soient en position hiérarchique, qui viennent dire « Tu me racontes que tu as fait tel truc avec tel patient ?» Non, mais attends, tu racontes ça, mais c'est impossible. Moi, je le connais, ce patient-là, et je sais, moi, je suis le médecin, je sais bien, hein, je le sais, moi. Ce que tu racontes, c'est impossible. Ben, celui qui était en train de raconter ce qu'il avait fait comme expérience avec le patient de façon authentique, si on lui dit ça une fois encore, mais il ne dira plus jamais rien dans une réunion de constellation transférentielle. Donc, vous voyez, la liberté de circulation, là encore, c'est très important dans la constellation. Il faut que ça puisse circuler librement. D'abord, que les gens puissent raconter l'expérience qu'ils ont faite avec un patient,
j'ai fait telle expérience et au bout de pas très longtemps, ça me mettait dans un état d'énervement tel que j'avais envie de le frapper. Vous savez que c'est interdit de frapper les enfants. C'est écrit dans la loi, etc. Bon. Mais enfin, n'empêche, j'avais vraiment envie de le frapper. Ben, si vous ne le dites pas dans la réunion de constellation, qu'est-ce que ça va devenir, cet élément psychique qui est arrivé dans votre appareil psychique à vous en provenance de ce gamin et qui vous fait témoigner tout haut de ce que lui a vécu probablement tout bas dans une période antérieure de maltraitance, par exemple. Bien, on sent bien que si la personne qui dit ça ne peut pas le dire librement, cette expérience-là, qui est très importante à communiquer avec les autres, va perdre toute capacité de devenir quelque chose d'intéressant pour les soignants et pour l'enfant. Donc, dans cette constellation transférentielle, c'est très important. Je crois que c'est la psychologue qui en a parlé ce matin. Les mauvais objets peuvent faire l'objet d'une analyse institutionnelle dans la constellation transférentielle. Tiens, moi, j'ai envie de le tabasser, ce gamin-là, je suis devenu un mauvais objet pour lui. Mais tel autre professionnel qui participe à la constellation me dit « Ben non, moi je ne serais pas prêt à partir en séjour thérapeutique avec lui, au contraire. Moi je me sens très bien quand je suis avec lui, aucun problème. » Ben, d'un seul coup, il est venu le bon objet. Alors vous voyez bien, dans les institutions actuelles qui sont souvent malheureusement des établissements et pas des institutions, cette discussion entre les deux membres de la constellation transférentielle, celui qui dit « Ah ben avec moi ça se passe très bien », et puis l'autre qui dit « Avec moi ça se passe très mal », quelle est la conclusion du technocrate qui assiste à la réunion? Ben, le premier, avec qui ça se passe très bien, mais ça doit être quand même un très bon soignant. Et l'autre connard qui dit que ça se passe très mal, ben, c'est un nul, ben, je vais le virer. Et donc, on voit bien que le fondement même de la psychopathologie freudienne, là pour le coup, kleinienne aussi, qui a approfondi beaucoup ce que Freud avait dit là-dessus, eh bien, c'est de pouvoir prendre conscience dans une équipe que le patient qui présente une pathologie archaïque va répartir ses éléments transférentiels entre différentes personnes et considérer que certaines personnes sont plutôt du côté obscur de la force, comme disait Grégory ce matin, c'est-à-dire des mauvais objets, et d'autres sont plutôt du côté des bons objets. Et que si on ne peut pas ensemble prendre conscience clairement de ces choses-là, on est réduit à penser les choses de façon technocratique, c'est-à-dire je crois ce que je vois. Saint Thomas, soi-disant l'attitude scientifique, n'importe quoi, je crois ce que je vois. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a quelque chose de très important là dans la constellation transférentielle, c'est pas je crois ce que je vois, c'est je suis sensible à ce que me raconte authentiquement le membre de la constellation transférentielle qui me dit qu'il est dans une difficulté très importante avec un patient et que si ça continue, il va lui foutre sur la gueule. Et de pouvoir traiter ça ensemble, ça fait que la constellation transférentielle devient un élément, on pourrait dire un opérateur de l'institution qui est incontournable. Alors on voit bien que la manière dont ça a été dit ce matin par Grégory Magnon, par Bernard dans les introductions, que cette fonction que j'ai tendance à appeler plus généralement la fonction Balint, cette fonction qui consiste à raconter l'expérience que je traverse avec un patient et à pouvoir en tirer tout le miel que cette expérience vient raconter pour comprendre la situation dans laquelle je suis embarqué sur le plan relationnel, c'est quelque chose qui éclaire très profondément la psychopathologie des pathologies archaïques. Et on voit bien que la constellation transférentielle, si on arrive à faire en sorte que dans une institution digne de ce nom, elle puisse s'exprimer, alors la constellation transférentielle devient l'endroit où s'exerce ce que j'appelle la fonction métaphorique. La fonction métaphorique, c'est la fonction, on pourrait dire, de tout ce qui donne du sens au travail que nous faisons.
La fonction phorique, vous le savez, c'est l'accueil. Je reçois un patient qui va très mal, je le porte sur mes épaules psychiques avec mes copains, avec Alain le chauffeur, mais pas seulement, avec tous les autres aussi. Et ensemble, on essaie de faire en sorte qu'ils se sentent accueillis. Mais ça ne suffit pas de faire ça. C'est bien ça. C'est le Médecins du Monde, tous les organismes d'assistance, etc., font la fonction phorique, bien entendu. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse notre métier aussi. Je deviens le dépositaire des éléments psychiques que m'adresse l'enfant qui va mal. Je suis le porteur des signes de sa souffrance, fonction sémaphorique. Mais si je pense que tout seul, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe pour cet enfant, alors je me fourre le doigt dans l'œil parce que je suis en train de faire une décompensation mégalomaniaque de ma fonction dépressive de psychanalyste raté. Si au contraire, je mets ça au service de la constellation transférentielle et je dis, voilà mon point de vue authentique, voilà mon point de vue sur cet enfant ou sur cet adolescent, mais les autres ont un autre point de vue, on va le partager, ça va avoir le gros avantage que quand je vais sortir de la réunion, je vais ne plus être dans la position de me dire, je pense ça de cet enfant-là, et forcément, puisque je le pense, c'est moi qui ai raison. Quand je sors de la réunion, je pense ça de cet enfant-là, mais Jean-Michel pense ça de cet enfant-là, le même enfant, mais il pense différemment de moi, et telle autre personne qui est dans la constellation pense aussi différemment de nous. Et évidemment, quand je vais rencontrer l'enfant à nouveau après la réunion de constellation, je vais le regarder avec un œil qui a profondément changé par rapport à la fois où je l'avais vu avant la réunion. Et qu'est-ce qui aura changé ? Eh bien, le point de vue que j'aurai sur cet enfant qui, d'un seul coup, sera devenu un point de vue complexe qui m'a aidé à sortir de, on pourrait dire, des pathologies archaïques dans lesquelles j'étais enlisé de façon contre-transférentielle. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, la fonction qui va permettre de trouver du sens à la présence d'éléments contradictoires, de récits au propos des expériences traversées avec cet enfant-là, c'est quelque chose qui, pour moi, va donner du sens au travail que je fais avec cet enfant. Et dès l'instant où ça donne du sens au travail que je fais avec cet enfant, on pourrait dire que cette fonction métaphorique va s'exercer et que ça ne va pas donner pour moi l'occasion de faire une interprétation à l'enfant sur ce que j'ai compris de cette manière, on pourrait dire, collective de penser la psychopathologie institutionnelle. Ça va changer mon point de vue sur lui. Et cet enfant étant très sensible à la manière dont les autres le regardent, c'est souvent des enfants persécutés, c'est souvent des enfants qui ont une interprétation, on pourrait dire, à fleur de peau, va bien voir que le regard que j'ai sur lui a changé et ça va l'aider probablement à intérioriser dans la relation transférentielle entre non plus lui et moi, mais moi et lui, quelque chose de plus complexe que ce qui était le message que nous échangions auparavant. Et je crois qu'au fond, ce qui fait la richesse du tissu institutionnel, c'est le fait que nous puissions organiser des réunions dans lesquelles nous pouvons penser librement au sujet des enfants et que la hiérarchie statutaire qui nous gouverne dans ces institutions non pas vient on pourrait dire, nous contraindre à mettre en place des techniques de new management qui sont aussi débiles que contre-productives, mais nous incite à créer nos propres systèmes de fonctionnement pour être au plus proche du costume sur mesure que nous voulons fabriquer pour chacun des enfants que nous accueillons. Et on voit bien qu'à ce moment-là, l'institution dont je parle est une institution, comme disait Guattari, transversale, c'est-à-dire dans laquelle la hiérarchie statutaire ne vient pas interférer avec les problématiques de transfert. C'est pas qu'il ne faut pas qu'elle existe, elle existe la hiérarchie statutaire, mais elle n'a pas sa place dans la réunion constellation transférentielle où ce sont les problèmes de transfert qui ont leur place. Et je crois que dans les institutions où on peut respecter cette, au fond, répartition des rôles qui permet que les deux espaces puissent fonctionner, eh bien, nous faisons notre travail auprès des enfants de façon constructive, efficace et en même temps très humanisante.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que vous continuerez aujourd'hui à entendre des histoires aussi sympathiques que celle de Montpellier, et j'aimerais bien que, au niveau français, la réunion des personnes intéressées par les institutions puisse progressivement se fédérer pour pouvoir constituer une masse suffisante pour empêcher tous les pervers narcissiques qui nous gouvernent de continuer à nous emmerder. Voilà, merci. Bon, c'est vraiment formidable ce programme, n'est-ce pas? Là, tout ce que tu nous dis. Vous avez noté que bon, on a déjà un ministre de la Santé, on a un ministre des Finances ou de l'Économie, et je pense qu'il est en train de préparer sa campagne pour l'élection présidentielle. Hein, en tout cas, moi, je ferai partie du comité de soutien. Merci beaucoup, Pierre. C'était bon, vraiment très bien.